Bonjour, c'est Laure, révélatrice de magie et créatrice de uneétincelle.fr. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Pascale de Gaiatis, d'ailleurs qui m'accueille dans son centre puisque je suis au Centre des Arts Holistiques qu'elle a créé avec Melingro. Donc, nous allons aujourd'hui parler de plusieurs sujets car Pascale est totalement multipotentielle. Et nous allons aborder dans un premier temps justement le sujet de son point de vue sur la multipotentialité et ensuite nous verrons aussi les points sur l'environnement puisque Pascale et Méling sont créatrices d'une école de Feng Shui, fondatrice, et nous aborderons enfin la question du temps, le temps qui est central dans nos civilisations, qui est une denrée rare, on va dire. Donc, on reverra les trois dimensions dont je vous parle souvent, qui sont la dimension de l'être, autant le corps et l'esprit, la dimension de l'environnement, donc physique, mais aussi social, et la dimension du temps. Ces trois dimensions étant pour moi toujours intercorrélées et indispensables à travailler en parallèle. Donc Pascale, comme je disais, tu as un profil multipotentiel et tu as assumé cette multipotentialité, donc c'est ça qui m'a particulièrement intéressée. Donc on lui donne le nom qu'on veut. Hein, je ne l'ai même pas assumé, je m'en suis pas rendu voilà, compte. Tu t'en es pas. C'est d'autant plus facile à assumer. Et justement, je trouve que tu es un merveilleux exemple pour ça, pour montrer aux gens qu'on peut vivre comme ça et que... C'est surtout, je pense que chacun de nous l'a en lui-même en fait. Je pense que je le développerai peut-être un petit peu plus. Oui, tu nous l'expliqueras après. Mais déjà, nous, on s'est rencontrés dans un contexte qui était spécifique. Oui. Qui est une de mes casquettes. Effectivement, j'ai fondé la psychobiologie quantique, donc, qui est une méthode qui emploie trois matières. Donc la psychologie, la biologie et le quantique, enfin la physique quantique. Et donc dans cette approche-là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne la matière, comment cette matière, en fait, elle nous constitue, elle constitue notre environnement et comment on peut, en comprenant son fonctionnement, finalement changer beaucoup de choses dans nos vies. Voilà. Donc ça, c'est par cette fenêtre-là qu'on s'est rencontrés. Et effectivement, il n'y a pas... il y a beaucoup d'autres... J'ai beaucoup d'autres casquettes, si je puis dire, mais il y en a une, en tout cas, qui est plutôt mon fil rouge, et qui est celle du corps, et qui a été un petit peu ce qui m'a amenée à rencontrer différentes curiosités. Il y en a certaines que j'ai saisies juste par curiosité, d'autres où je suis allée beaucoup plus loin, et j'ai exploré un petit peu mon champ des possibles de cette façon-là. Mon fil rouge étant le corps, voilà. Et donc justement avec le corps, tu me disais, donc tu es partie de la danse. Oui, tout à fait. Enfin, non, enfin, ça a toujours été, en fait, quand on est dans multipotentialiste, je pense qu'on n'est pas sur une donnée, mais on est sur une donnée dans un instant T. Et là où ça devient vraiment possible et cohérent, c'est qu'au moment où on l'est, on est nulle part ailleurs, justement. Et c'est pour ça que je trouve que le mot potentialiste, qui veut dire à la fois potentiel, mais en même temps puissance aussi, il y a quelque chose qui est là et qui fait que tu es en train de faire quelque chose et il n'y a plus rien d'autre. Et c'est ce qui fait que la concentration, l'énergie que tu vas mettre là-dedans t'amènera toujours quelque part. Parce que tu n'es pas en train de te dire « Ah, je vais perdre de l'énergie, je suis en train de perdre mon temps parce que peut-être j'aurais mieux de faire ça ou peut-être je fais ça alors qu'il vaudrait mieux que je fasse ça parce que ça me rapporte plus. » Voilà, tu sens une impulsion et c'est ça qui est très important, c'est que tout vient toujours d'une impulsion. Et on a appris, plutôt désappris, à écouter nos impulsions. Et quand je dis impulsion, c'est pas, comment dire, être impulsif. Tout d'un coup, avoir envie d'avoir comme ça, de s'acheter des vêtements, c'est pas de cet ordre-là. Une impulsion, c'est quelque chose qui vient, on va dire, du ventre, la plupart du temps, et pas toujours du cœur d'ailleurs, et on sent que ça nous appelle, ça frétille. Et là, c'est comme si c'était une évidence, parce que le corps, déjà encore une fois, est en train de nous appeler vers quelque chose. Et il y a tout d'un coup une sensation de plaisir, d'envie, qui fait qu'on a l'impression que quand on va dans cette direction, on n'est plus vivant. Donc voilà. Et c'est vrai que la danse, c'est peut-être ce que je retiendrai de ce que je suis, en fait, avec tout ce que j'ai pu faire. Je crois que si on disait que finalement, quelle est ton étiquette, si tu avais une seule étiquette, qu'est-ce que tu prendrais? Je dirais que je suis une danseuse, en fait, et une chorégraphe, parce que je pense que voilà, je me suis un peu mis sur les deux. Ça aussi, déjà, tu vois, danseuse, chorégraphe, c'est pas tout à fait la même chose.
Mais c'est la danse parce que c'est le mouvement, parce que c'est la vague, parce que c'est l'onde, parce que c'est le moment de la vie en fait. Et que c'est ce qui m'a amené à faire des rencontres et aller plus loin. Mais c'est vrai que j'ai toujours mené en même temps, et pas de front, parce que je trouve que le terme est un peu violent, des études. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études littéraires, et pas sur le bord, hein. Ce pas des premières années que j'ai produites dans différentes matières. Et puis la danse a toujours été là, et je me suis toujours là pour le coup quand même investie de telle façon qu'elle ne s'éloigne jamais totalement de ce que j'étais en train de faire. Mais elle était mon fil conducteur. À la limite, le reste tournait autour, et la danse était longtemps mon fil conducteur. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis petit à petit, je me suis orientée vers d'autres choses. Mais au fond de moi, il y a toujours cette vague qui est là. Et je pense qu'un jour d'ailleurs, j'y reviendrai. Bah d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, ta vie, tu la danses, c'est ce que exactement. Tu passes comme je pense que quand je suis en stage, mon corps est très expressif. Et quand je propose des exercices aux gens, c'est pour leur permettre pas seulement de comprendre intellectuellement, parce que c'est pas suffisant, mais de l'intégrer dans la cellule en fait. Oui, d'ailleurs, donc la psychobiologie quantique, tu l'as créée toi-même ou fondée, je sais pas quel terme. Oui, on va dire que je dis fondée plutôt que créée. Oui. Parce que en fait c'est pas quelque chose créé, c'est déjà une création. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus artistique pour moi, et puis aussi il y a la dimension de en fait c'est un assemblage. J'ai créé des passerelles entre trois matières, mais je suis allée assez poussée dans cette et donc en fait j'ai vu à quel point elles se parlaient, à quel point il y avait des corrélations, des analogies. Et c'est ce qui m'a amené à en faire en fait une matière que j'ai pas pu trouver d'autres noms. C'est un nom un petit peu pompeux, un petit peu intellectuel. Pour autant, quand on suit les formations, on saisit ce que ça représente. C'est ça. Bien les trois matières. Donc effectivement, c'est assez poussé dans les trois dimensions, la biologie, la psychologie et la physique. Et je pense que je suis pas sur le bord comme tu as pu le voir. Et j'exprime par exemple qu'on peut comprendre les résistances qu'on peut avoir en nous psychologiquement, puisque la matière a une telle difficulté finalement à pouvoir exister, dans le sens où la matière résiste toujours au changement, au mouvement. Et si je veux pousser cette table, on comprend bien qu'il va falloir que je produise quand même une certaine énergie, un certain travail pour arriver à ce qu'elle puisse se déplacer. Et à partir de là, on sent que ce qu'elle cherche la table, c'est être fixée, c'est exister, c'est être là et se poser. Et que la matière a quelque chose qui est plus de l'inertie au départ que du mouvement. Et comme cette matière, en réalité, finalement, elle n'existe pas, il s'avère qu'elle lutte pour pouvoir exister. Donc on comprend bien que nous, sur notre propre matière, qui est notre vie, qui est notre corps aussi, quand on cherche, quand on essaye de produire un travail, qu'on peut un travail personnel ou un autre travail pour pouvoir changer, la première des choses qui se passe, c'est ce qu'on appelle une résistance. Mais on la comprend parce que j'ai mis tellement de temps pour en arriver là que je ne vais pas quand même bouger comme ça. Et donc on comprend déjà que ce n'est pas négatif. Tu vois, bon, et ainsi de suite. Changement de regard, oui. Donc tout ça, oui, donc c'est... Oui, la psychobiologie quantique, elle est là pour amener une conversion du regard sur certaines choses, mais à partir de trois matières que je n'ai pas créées ni inventées, bien sûr, mais où j'ai su extraire, on va dire, une forme de quintessence pour arriver à en refaire autre chose et à montrer que les lois de la physique, c'est très important d'en connaître au moins le fonctionnement de certaines, parce que ça permet de pouvoir comprendre comment nous on fonctionne. Et comment à l'intérieur on fonctionne, évidemment, la cellule étant pour moi la plus petite unité de conscience, donc la connaître, savoir comment elle se divise, ce genre de choses permet aussi de comprendre comment nous on interagit avec ça. Et pour moi le corps est un transducteur de ça, c'est-à-dire qu'en fait on est habité par quelque chose qui est phénoménal, en termes de calcul, en termes de tout ce qu'on veut, ne serait-ce que de parler, de respirer, là, de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça a l'air de rien, on est assis, mais on n'imagine pas tout ce que ça implique, et j'en passe. Et on est en train donc ça va très vite, et on est en train de voir quelque chose qui est là, même si j'ai tendance à parler vite, mais qui est posé, qui est calme, qui est là, et qui semble être complètement inerte finalement. Voilà. Et si moi je ne déplace pas, parce que ce sont des objets, voilà. Alors qu'en fait, ce qui se passe dans les objets, c'est un peu la même chose.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette matière-là, quand on commence à comprendre comment elle fonctionne, c'est ça, sur ces 3 dimensions, et au niveau du psychisme aussi bien sûr, je pense qu'il doit y avoir il y a forcément des unités psychiques aussi, enfin non, ça stop. Parce que sinon je vais... On va se... T'inquiète pas. Donc effectivement... Ça va trop loin et là, il faudrait que je fasse un cours de physique. Donc là, on est dans la danse, donc on est parti de la danse avec toi. Effectivement, à côté, tu as fait toutes ces études sur ce sujet. Tu as fondé donc, la psychobiologie quantique. Tu as fait de la psychothérapie donc, pendant longtemps. Tu as arrêté maintenant. Maintenant, donc, tu fais plus sous forme de stage. Exactement. Je préfère transmettre de cette façon-là et dans cette dynamique. Je dirais que c'est une dynamique. Et donc, à côté, tu as l'école de Feng Shui également. L'école Tianti, oui. On en reparlera peut-être un peu après. C'est un enseignement en fait. Oui. Quand je dis enseignement, c'est dans le sens que c'est à la fois entre... C'est une transmission qui est essentiellement orale, donc on est dans la tradition, mais on est aussi dans le côté aussi d'une forme de modernité, si je puis dire, où, encore une fois, les découvertes qu'on a pu faire récemment, ça fait un siècle, mais les découvertes qui ont été faites et qui ont progressé même beaucoup depuis, font que la relation qu'on a avec l'environnement, avec notre espace, elle aussi, elle a changé. Oui. Et le regard qu'on a sur la façon dont on voit les choses a changé parce que forcément, on ne voit plus les choses de la même façon parce que la technologie a évolué, parce qu'on va plus vite, et puis parce que je sais pas. Voilà. C'est vrai qu'on va beaucoup. Je sais pas où je voulais y aller là. C'est pas grave. Et donc là, tu pars du corps également. Oui, parce que je considère l'école de Feng Shui Tianti, donc je suis associée avec Mei-Ling, en fait on est les 2 fondatrices, et le corps est le premier espace de vie. C'est ça. Et ça commence dans la cellule, encore une fois, la toute petite cellule, avant même qu'elle se divise, et je dirais même avant, entre 2 cellules. Oui. Donc on retrouve bien... C'est exactement, donc en fait, et on comprend à quel point notre espace extérieur est la projection d'un espace intérieur. Et donc pour terminer sur ton parcours qui est riche, parce qu'on pourrait continuer, donc tu travailles aussi sur un jeu vidéo. Tout à fait, un projet transmédia, oui. Voilà, donc bouquin, c'est ça? En fait, transmédia, c'est de faire communiquer entre eux différents médias sur... Il y a cette dimension de prendre, on va dire, une partie, c'est des passerelles, c'est un petit peu comme la psychologie quantique, donc un élément de l'histoire, le déployer d'une autre façon. Ça, c'est donc le côté transmédia. Et cross-média, c'est aussi avec différents moyens d'expression. Et donc, également, tu as créé un parfum, donc toujours en lien avec le corps. Tout à fait. En lien avec le corps, avec l'espace. Et effectivement, j'ai créé ce qui est déposé d'ailleurs aujourd'hui, le parfum design, utile, esthétique, spatial, c'est-à-dire un parfum qui a une vocation, et pas seulement un parfum, c'est déjà pas mal un parfum. Mais disons que j'ai eu envie, j'ai cherché pendant à peu près bien 7 ans, j'ai fait une recherche sur les huiles essentielles et surtout sur, c'est pas l'aromathérapie, donc sur leur dimension informationnelle. J'ai appelé ça, on va dire, l'odeur-lumière. Et en fait, c'est vrai que entre la physique quantique et les parfums, là aussi, il y a des passerelles qui sont pour moi importantes dans la recherche que j'ai pu faire sur les essentiels. C'est qu'effectivement, l'essence d'une plante a une information, une lumière, quand on sait à quel point les végétaux se nourrissent de lumière. Et oui. Totalement. Et en fait, cette lumière, elle va être différente. Cette essence, l'huile essentielle, elle va être différente en fonction forcément de la plante, mais pas seulement, de là où elle a poussé, de beaucoup de facteurs en fait. Mais ce qui est très important pour moi, c'est d'être allé en quête des informations qu'il pouvait y avoir sur des différentes huiles essentielles. Et j'ai créé effectivement à partir de là plusieurs parfums, mais celui que je présente actuellement est le parfum de réussite, et qui, comme son nom l'indique, en tout cas, même si on n'y croit pas, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins on peut avoir de l'humour, parce que ça aussi c'est important, et on peut très bien se dire, voilà, je me mets le parfum de réussite. Après, qu'on croit pas ce qu'il y a dedans, je sais que, si tu veux, comme je t'ai dit, en moi il y a la danseuse, il y a l'alchimiste. Et je pense que quand on connaît vraiment bien la physique quantique
Et quand on connaît aussi ce que c'est que l'alchimie, je crois que je pense qu'il y a des gens qui sont initiés, qui doivent nous écouter aussi. Il y a un pont. C'est une sorte d'évidence, c'est comme la physique et la métaphysique. Et donc, ce qui m'a intéressée à ce niveau-là aussi, c'est d'aller justement dans cette dimension alchimique, mais de la matière, sur les us essentiels. Voilà. Comme il y a une dimension alchimique de la matière quand on travaille sur l'être. Oui, tout à fait. Voilà, on retrouve, et que tu retrouves aussi dans le Feng Shui à un certain niveau. Oui, parce que c'est un art alchimique, le Feng Shui. Voilà. Donc, pour revenir sur la multipotentialité, parce que je sais que tu as un avis très intéressant sur ce sujet, pour en avoir parlé. Donc, pour les gens un peu qui ne connaissent pas, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure quand même, donc les personnes multipotentielles, c'est des gens qui en général ont plein d'intérêts, ont envie de faire plein de choses, mais du coup se sentent, parce qu'ils ont aussi le regard de la société, souvent instables et un peu perdus dans tout ce qu'ils veulent faire, et qui peuvent aussi rester bloqués effectivement à ne rien faire, ou faire trop de choses et se perdre un peu. Et du coup, ils ont souvent l'impression qu'ils ne construisent rien, qu'ils n'arrivent pas à on va dire, se façonner une vie professionnelle qui ressemble à quelque chose, et donc ils sont souvent perdus. Et donc là-dessus, tu as parlé d'un changement de regard qui je trouve passionnant. C'est une conversion du regard, effectivement, c'est-à-dire qu'on s'est bâti sur notre esprit, notre conscience sur la ligne droite. En se disant que d'abord c'était le point le plus rapide pour d'aller à un point d'autre. En même temps, cette ligne droite représente aussi beaucoup le côté chronologique, en fait, où on dessine une ligne, on prend un temps T, puis on arrive là, la naissance, la mort, pour résumer. Et donc du coup, on a quelque chose de très linéaire et de très uniforme. Et on pourrait presque dire que la vie est un long fleuve tranquille, sauf qu'on dit long fleuve. Donc qui dit fleuve dit vague déjà. Et déjà, on comprend bien que cette perspective et cette perception de la ligne droite, c'est déjà une vision de l'esprit, c'est déjà quelque chose qui a été complètement fabriqué et qui est même totalement une forme de croyance qui fait que on voit une ligne droite, elle devient tellement, alors qu'elle n'existe pas, qu'elle devient réelle, alors qu'en fait tout bouge, rien n'est vraiment droit. Et du coup, malgré tout, ce qui compte pour nous, c'est de partir d'un point, d'arriver à un autre point. Et qu'entre-temps, si jamais on s'en écarte, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est comme si l'espace, il n'existait pas en fait. Parce qu'on chemine sur la ligne, mais si on sort de la ligne, on est dans le vide. Et donc, c'est là où ce qui est important, c'est déjà de se dire qu'être multipotentialiste, c'est ça, je crois, l'expression. Comme tu veux, ça n'a pas trop d'importance. Parce que tu vois, c'est quelque chose pour moi qui me fait bizarre. En même temps, ça me permet effectivement de mettre des mots sur quelque chose. Comme je te l'ai dit, c'est un peu comme de la prose. Pour moi, je l'ai vécu sans mettre de mots dessus et sans avoir à assumer, puisque je faisais des choix. Ce qui est mieux en fait. C'est ce qui devrait être. Oui, en même temps, ce qui est important, c'est je fais aussi attention en fait à l'autre en me disant que quand je suis face à une personne que je rencontre dans un contexte, je lui raconte pas d'autre chose, ça sert à rien. Et ça aussi, on n'a pas besoin de se noyer dans plein de choses. Ce qui compte, c'est de se rencontrer et d'échanger là où on est fait pour s'échanger. Donc les étiquettes, les choses comme ça, c'est sûr que ça rassure beaucoup les gens. En même temps, on peut toujours présenter une étiquette. Et puis on est face à une autre personne, c'est une autre étiquette. Mais la personne a besoin de se dire, elle est dans telle case ou dans telle case. La plupart du temps, si elle le dit, c'est parce que quelque part elle-même, elle ne se définit pas vraiment. Et qu'elle mesure la case de l'autre pour savoir si vraiment ce qu'elle dit, c'est la bonne case. Mais elle ne voit pas que ce qui compte, c'est que finalement, un, c'est d'abord sa propre case à elle, cette personne, et que deux, si elle essayait elle arrêtait d'essayer de discerner quelque chose de l'autre, elle pourrait voir qu'il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus large pour elle-même. Donc, ce qui devient intéressant, c'est que la ligne droite qui n'existe pas, en fait, elle ondule. Et comme elle ondule, c'est un petit peu comme je te montrais mon doigt ici, en fait. C'est que quand je fais ça, en fait, mon doigt, on pourrait penser que j'en ai plusieurs, mais c'est toujours mon doigt. Parce que ça part d'ici, en fait. Et ce qui compte, c'est que moi, je sais où je me positionne, je sais qui je suis. Mais je dessine à partir de là un rayon, enfin, on va dire même un cercle. Et c'est même plus un cercle, je dirais que c'est comme une fleur. C'est-à-dire que chacun de nous a pas seulement un possible, mais tout un assemblage de possibles. Mais le fait d'avoir cru que la réalité, elle était sur une ligne, le fait de se dire aussi que dès le départ, on arrive et puis on part, c'est comme une sorte de chose avec une chronologie, quelque chose qu'on va mettre d'une manière linéaire, un temps linéaire. Donc un espace-temps linéaire fait que
on pense que à partir du moment où on est sur une ligne, il vaut mieux pas en sortir parce que ça va être compliqué d'en créer une autre. Et que c'est surtout que, en fait, non, tu fais ton chemin. Et qu'on doit en avoir qu'une aussi. Voilà. Il y avait l'idée qu'on devait en avoir qu'une de ligne aussi. Il y a cette idée qu'on a qu'une ligne, alors qu'en fait, l'être, la manière dont il s'exprime, mais déjà la manière dont son corps fonctionne. Déjà, il faut savoir que l'isolement déjà n'existe pas, que les cellules en fait elles communiquent les unes avec les autres, que déjà la communication elle existe déjà à l'intérieur. Tout ça fait que en fait il y a des options, il y a des choix, il y a des compensations, il y a des phénomènes de et tout ça fait que la chose qui se déploie que sur un seul axe elle n'existe pas. Oui. Donc en fait, être multidimensionnaliste aussi, je dis, parce que c'est un peu la même chose, sauf que je suis dans une autre dimension et je fais quelque chose, je mets un potentiel là-dedans. En fait, c'est la nature de l'être. Et l'être n'est pas linéaire, l'être est central quelque part. Il est même au milieu de quelque chose, entre un espace, on va dire, infiniment petit, infiniment grand. Donc, le limiter à une seule chose, c'est juste, je dirais, quelque chose qui est l'ordre d'une erreur de perception. Et aujourd'hui, le rapport au temps ayant changé en plus, le rapport à certaines efficacités, comme par exemple, on va sur Internet, on peut avoir toutes les informations qu'on veut. Alors, je suis sûre qu'il faut faire un peu la part des choses, mais malgré tout, on gagne un temps. Et en plus, on permet à des gens de pouvoir dire des choses différentes, etc. Quand on prend l'avion aujourd'hui, c'est presque comme si on prenait le train. Donc on voit bien que si on a créé ce genre de choses, c'est pour pouvoir agrandir le champ des possibles et le champ des curiosités, et peut-être même de changer de ligne. Oui, et c'est même plus de changer de ligne. Et quand je dis une ligne, on n'est pas sur une ligne fixe, rigide, on est sur une ligne qui bouge. On est sur une vague. Multipotentiel, multidimensionnel, c'est quelque chose qui est comme une sorte, en fait c'est en nous, c'est en chacun de nous. Mais il y a des gens qui vont plus ou moins se l'autoriser. Et il y a des gens qui vont avoir envie d'ouvrir. Alors le problème effectivement c'est que ça paraît anormal alors que c'est totalement la nature en fait, c'est en nous, on n'est pas sur une seule voie. On n'est pas sur une seule donnée. Déjà, on le voit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pourquoi ça sort beaucoup plus? Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus, on va beaucoup plus vite. Donc, il y a des espaces où on gagne du temps et on peut faire d'autres choses. Et on le voit aussi avec les gens qui deviennent de plus en plus créatifs, où il y a des outils qui le permettent, comme le téléphone qui permet de prendre des photos, comme les traitements de texte, ça a commencé aussi avec ça, où on pouvait écrire plus facilement. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut publier son livre peut le publier, donc ça n'empêche pas de faire autre chose à côté, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et il n'y va pas forcément en se disant je vais avoir plein de gens qui vont acheter mon livre. Il y va, et ça c'est très important. Je pense qu'il faut y aller parce qu'on a envie d'y aller, et ça peut être sur un sujet comme écrire un livre, faire des photos. Ce qui compte, c'est de le faire et de sentir cette impulsion. Et on a beaucoup de moyens pour pouvoir exprimer les différentes facettes qu'on a. Et au contraire, ça nourrit notre essence, ça nourrit notre être. Et plus on expérimente des choses avec envie, avec plaisir, avec joie, et plus on allège un peu ce qui est autour de nous, et notre environnement en particulier, ne serait-ce qu'immédiat, parce qu'on a du plaisir à faire cela. Et on n'est pas obligé non plus, dès le départ, d'avoir une motivation ou une ambition qui est d'en faire quelque chose ou d'en faire même un travail. Mais on peut aussi en faire un travail. Il faut se limiter en rien, il faut juste savoir si à un moment donné ou à un autre, on aurait presque envie de tout lâcher pour faire ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où cette envie nous prend, encore une fois, cette impulsion, mais tout va s'organiser pour que ça puisse, pour que nous, on puisse. Quand je dis cela va s'organiser, c'est pas, je sais, l'univers a bonne presse en ce moment, mais c'est, on va dire, l'être, avec, dans cet univers-là, sa capacité, son champ électromagnétique, ses idées, sa pensée, de pouvoir en fait répondre pour pouvoir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, parce que c'est né d'une impulsion, c'est né d'un désir. L'univers est né d'une impulsion, l'univers est né d'un désir.
Mais enfin, ce que tu disais sur le désir, t'en parlais au début, justement, moi ça me fait penser à ce que une des caractéristiques sur la multipotentialité, donc il y avait la créativité, la curiosité et il y avait l'enthousiasme. Ouais. Et ce que tu me décris un peu, moi c'est un peu ce que je mettais derrière l'enthousiasme, qu'on va appeler autrement, mais c'est vraiment ça, cette impulsion, cette envie un peu d'être même comme des gamins au début, et tout joyeux et qui est assez, je trouve, spécifique. Oui. Donc effectivement, qui devrait peut-être être à tout le monde, mais qui se révèle peut-être plus quand tu as déjà ouvert ces multipotentialités. Oui, quand c'est déjà ouvert, c'est sûr, c'est comme quelqu'un qui parle, qui a eu la chance de pouvoir avoir des parents étrangers, de langues différentes, en plus voyager. Il a ces petites oreilles qui sont là, qui ont une gamme beaucoup plus large de sons, donc il capte plus de phonèmes et du coup il est beaucoup plus brillant et il parle plein de langues. Comme il y a des langues qui sont propices à pouvoir être... voilà, le français est assez pauvre, on le sait, et on n'est pas très doué là-dessus. Mais donc effectivement, il y a des compétences, on va dire, mais on les a tous. Mais là où c'est important, je dirais qu'à la limite, ce sont les gens qui vont... au départ, peut-être plus curieux, et qui sentent aussi, on va dire, des choses qui vont les compléter. Oui. Par exemple, toi, comment tu t'es sentie dans cette comment ça t'est venu, toi? Bah, moi, comment ça m'est venu, tu vois, au départ, j'étais plutôt perdue dans tout ce que je voulais, dans tout ce que j'avais envie de faire. Et au départ, je ne me les autorisais pas, puisque je suis plus allée vers des choses classiques, qui en réalité me faisaient pas faire des bons, parce que je ne m'autorisais pas à faire toutes les autres choses que je voulais faire en réalité, tu vois, donc ça peut être tordu aussi, hein, comme dans la logique. Et moi j'ai eu même des périodes, tu vois, où je n'allais nulle part, parce que je bloquais du coup. Oui. Et maintenant, effectivement, quand je suis passée à l'autre période, je me suis mis à faire plein de choses. Donc, et tu vois, donc c'est comme donc si... Donc ce qui te faisait bloquer, c'était quoi? Une peur de perdre, c'est-à-dire si j'arrête mon travail, je vais me retrouver sans rien, des choses comme ça? Je suis pas légitime. Voilà, je suis pas légitime. Bah, tout ce qu'on voit, hein, c'est des choses qu'on voit, c'est des points de confiance en soi. Moi, mine de rien, mon travail m'a aussi beaucoup donné de confiance. Donc, il est bien pour être là. Il est important qu'il soit là. Moi, je regrette absolument pas, tu vois, tout le parcours. Le multipotentialisme ou potentialité, bref, c'est un mot c'est un mot un peu barbare. C'est un néologisme quand même. En fait, où la multidimensionnalité, déjà, c'est un petit peu plus ancien comme notion. En fait, c'est pas quelque chose qui dit tu rases tout. Ah oui. Justement, ça dit tout le contraire. C'est qu'on prend le cœur d'une fleur et on met tous les pétales. Et comme je l'ai dit, en fait, chaque pétale est un espace. Et il ne faut pas le prendre même pas comme un rayon, hein, comme quelque chose qui rayonne, parce qu'un rayon, c'est encore vu comme étant, on va dire, une barre, donc une ligne. Dirigé, donc voilà. Et alors que si on est sur un espace corrélé, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je pars d'ici, ça tourne et je reviens. Et on comprend bien que le centre, c'est moi. Mais que l'espace, c'est l'espace-temps, comme tu l'as dit. Et qu'à partir du moment où, dans mon temps, je suis là-dessus, je ne suis pas ailleurs. Oui. Et ce qui crée la capacité de pouvoir l'accepter et d'être bien avec ça, c'est le fait qu'on ferme le reste. Oui. Mais la fleur, pour autant, ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'il y a des pétales que je connais déjà, il y a ceux que je n'ai pas encore explorés, mais tout ça, c'est moi. Et effectivement, s'il y en a un sur lequel j'ai insisté plus longtemps, que je connais peut-être mieux, où j'ai fait des études, et ben, effectivement, il est là, il sera toujours là. La fleur ne va pas perdre ce pétale-là. Mais quand je vais ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est le je suis qui va ailleurs. Et ce je suis qui était cela devient cela, mais c'est toujours je suis. Et donc, du coup, il est là et il va résonner, aussi bien dans le sens de raisonnement que de résonance, d'une certaine façon, tel que ça va d'ailleurs en plus lui donner une spécificité, parce que peut-être tu as fait de l'informatique, que quand tu prends quelque chose dans une autre donnée, il y a la donnée informatique qui est là, et qui fait partie un peu des fondations d'ailleurs. Et c'est ça, ça ne s'efface pas, ça se multiplie en fait. C'est d'où l'intérêt de parler de multipotentiel et de multidimension. Et ce qui compte, c'est de savoir où on est. Et de définir des priorités parfois aussi, parce qu'il ne faut quand même pas non plus être complètement... voilà. Oui, perdu dans les... C'est aussi le risque je vais donner ma démission demain parce que voilà, la tendance allait être multipotentialiste. Non, on le sent. Quand on sent qu'on a fini avec des gens, un travail, avec des amis parfois, ou avec quelqu'un, il y a un truc qui est là et il se passe des choses et il y a des signes. Et quand j'ai des signes, c'est pas ésotérique, c'est tout d'un coup, c'est émotionnel beaucoup aussi. Ou une lassitude, une fatigue, un agacement, où on n'est pas bien.
Ça, je parle pour le travail. Et là, il faut se dire, ok, je ne me sens pas capable de donner ma démission demain, mais je sais que, comme par hasard, il va y avoir quelque chose qui va se présenter, qui va m'attirer. Alors, je vais m'organiser pour arriver dans les meilleures conditions à pouvoir faire cette passerelle, ce passage, cette transition entre ce que j'ai fait à un moment donné et pas ce que j'ai été, parce que je serai toujours, c'est là qu'il faut vraiment dissocier le faire de l'être, ce que j'ai fait à un moment donné et ce que j'ai envie de faire maintenant. Mais ce que j'ai fait à un moment donné, je l'ai fait, et c'est comme n'importe quel type de mémoire, ça sera toujours en moi. Et ça encodera le reste aussi, ça lui donnera une spécificité. Mais ce qui est difficile souvent, c'est que je pense qu'on se définit beaucoup par le faire, et que justement, faisant beaucoup de choses, on peut avoir du mal à se définir. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as donné l'exemple de gens qui parlaient plein de langues et qui ont souvent ce même problème qu'on retrouve, d'ailleurs qui sont souvent multipotentiels aussi, pour le coup j'ai vu, ou des gens qui ont beaucoup voyagé, qui sont un peu multiculturels, et on retrouve ces problématiques un peu, je trouve, de savoir où on est, qui on est, tu vois, parce que ça se... Et c'est souvent toutes ces personnes-là, des gens qui ont des difficultés justement à se placer, alors qu'effectivement, pour moi, elles ont plein de choses, elles ont plein de super talents, on pourrait les appeler comme on veut, mais ont cette problématique de se placer par rapport à la société. Alors peut-être la nôtre est plus dure aussi que l'anglo-saxonne là-dessus, mais... Bon, on va dire qu'on n'aimait pas trop en France, il est vrai que des gens n'aient pas d'étiquette définie, c'est clair. C'est beaucoup plus accessible, ça a été beaucoup plus accessible assez longtemps aux États-Unis. Et dans les pays, comme tu dis, anglo-saxons, voire d'autres pays. La multipotentialité est la même chose que le polyglotte pour moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui reprocher de parler allemand et puis tout d'un coup de parler italien, parce qu'on est bien content quand il y a une personne comme ça, que tu as un italien, un allemand, un chinois, et qu'il est là, et que c'est génial d'ailleurs. Mais c'est pareil. Et ça doit être vécu de la même façon. Il est vrai que c'est pas encore dans les données, que pour autant, ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment... L'être est vraiment fait pour ça. Et que ceux qui s'y autorisent ont quand même du mal, puisque d'autres s'y autorisent pas. C'est ça. Mais c'est à eux de mettre les bouchées doubles, puisqu'après tout, ils ont cette chance de pouvoir l'être et de pouvoir s'autoriser à l'être. Et donc, trouver les moyens en eux, trouver les ressources en eux et les réponses pour arrêter de rencontrer des gens qui ne leur permettent pas. Il y a des astuces, comme par exemple de ne pas forcément tout faire, tout dire. Oui, bien sûr. Il y a ça. Après, il y a le côté jusqu'où je vais avec ça. Et c'est là où il y a peut-être la complication, je dirais, et où je te comprends. C'est... Voilà, je fais de la peinture, j'ai envie de devenir peintre. Enfin, je parle de la peinture et de peintre. Mais comment je vais faire? Parce que je faisais autre chose, mais rien à voir. Je parle d'informatique, parce que l'informatique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont convertis en étant informaticiens pour devenir d'autres choses. Il y en a eu beaucoup. Et oui, mais c'est bien joli. Mais entre la situation que j'ai et celle que j'ai là, voilà, et je sens que je sens que j'ai pas envie que de ça. J'ai envie de faire la photo, j'ai envie... Alors voilà, c'est un côté artistique en plus, donc... Le côté artistique, on sait très bien que soit on gagne beaucoup d'argent, soit voilà, c'est difficile. Donc il y a ça là, on peut comprendre que là on se dit il y a quelque chose, comment je vais faire, parce que je sens que c'est ça. Il faut faire la part des choses entre une personne qui ne se sent pas légitime et qui n'ose pas. Donc là c'est une donnée, effectivement il y a des réponses peut-être pour pouvoir justement l'aider à pouvoir se sentir légitime. Et une personne qui peut être dans une forme d'évitement ou qui finalement est en fuite de quelque chose. Et elle se sert de ses talents pour ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose. Et elle peut être aussi multipotentialiste. Voilà. Et elle peut aussi d'ailleurs pas forcément l'être. Parce que le multipotentialiste, en fait, il a aussi ce côté où il est... il y a cette vague d'enthousiasme. Et quand il n'est pas tout à fait là-dedans, c'est qu'il n'a pas encore vraiment libéré cette multipotentialité. Parce qu'à ce moment-là, ça ne se pose pas. Comme je t'ai dit, d'accord, je suis multipotentialiste, ok. Bon, j'aurais presque envie de dire comme tu me connais, et alors? Mais c'est je me suis même pas mis cette étiquette-là. Mais parce que tu n'en as pas besoin, tu vois, c'est ce que je dis toujours. Mais parce qu'elle est absorbée totalement, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est je me suis écoutée, je m'écoute. J'ai aussi travaillé sur moi pour arriver aussi à autoriser certaines choses. Passe peut-être pas dans ces directions-là, mais dans d'autres en fait. Voilà. Mais c'est tout ça parce que ce qui est important, c'est que la personne, elle se pose bien la question à savoir, est-ce que je suis en fuite de quelque chose ou est-ce que je le fais vraiment parce que ça m'intéresse. Et puis par moment aussi,
il faut aussi, parfois aussi négocier avec le temps. C'est-à-dire que ça peut être encore aussi une forme de fuite. Hein. Il y a parfois, tu vas faire déjà 3 ou 4 choses, ce qui est déjà pas mal. Mais quand tu te sens un peu dépassé par le temps et l'impression que tu n'as rien fait, c'est qu'il y a peut-être des priorités à définir dans tes choix et dans ce qui t'attire. Voilà. Et alors, j'ai souvent une réponse à ça, c'est que il faut aller vers ce qui nous inspire, pas vers ce qui nous rassure. Oui. Parce que ce qui nous rassure va nous mettre dans une insécurité profonde à un moment donné à un autre, et là on risque vraiment de se prendre des murs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors que ce qui nous inspire nous donnera toujours de l'air, justement, pour pouvoir toujours avoir de l'air, c'est le plus important finalement, pour pouvoir avoir des cartouches, que ce soit au niveau financier ou ce qu'on veut, pour pouvoir y aller et pour pouvoir à un moment donné à un autre s'exprimer dans une dimension qu'on aura choisie. C'est ce que tu m'as dit, toi. C'est toi, c'est ton travail, c'est de trouver le fil rouge. Oui, bien sûr, parce que ça aide vraiment à pouvoir... En fait, ça donne une vision. Tu vois, c'est ce que des clients m'ont dit. Ils m'ont dit, bah, maintenant, je vois où je vais, même si c'est pas précis. C'est ça. Je vois le chemin. C'est ça. Et le fait de voir le chemin, ça change tout, parce que tout se place déjà, c'est un peu un puzzle. Tout ce que tu as fait n'était pas là pour rien. C'est comme tu dis, c'est la fleur. Moi, je trouve ton image de fleur magnifique, parce que tu crées une fleur. C'est un pétale, et un pétale, c'est un espace dans une fleur. Exactement. Tu vois, ça c'est aussi très feng shui. C'est comme une pièce, c'est un espace dans un appartement. Et on y dédicace des choses en fait. Chaque pièce est dédicacée, comme un appartement est dédicacé. Un appartement c'est dédicacé pour la vie privée. Voilà, comme un bureau c'est une autre dédicace. Voilà. Donc, quand je parle du bureau, on peut avoir un bureau dans son appartement, mais je parlais d'autre chose. Donc en fait, et donc pour en revenir à ça, la fleur en question. Son fil rouge à toi, tu appelles ça fil rouge, bah moi ça va être, on va dire, à la limite, l'espèce de fleur. C'est-à-dire que je sais que mon fil rouge, que j'appelle ma fleur, c'est à la fois ce cheminement, ce trajet et cette envie, quelle que soit la façon dont je peux le rencontrer, quand je sens qu'il y a un cœur, j'y vais, de pouvoir m'exprimer d'une manière ou d'une autre sur le corps et sur la conscience. Voilà, et c'est quand j'ai fait de la danse, quand je fais ce que je fais en stage, quand je fais aussi le tarot, enfin voilà, tous mes possibles, les parfums, etc. Le jeu vidéo, alors on pourrait dire elle s'éparpille, mais en fait, quelque part, c'est plus ou moins la même chose que je traite, mais avec un mode différent et avec une passion aussi différente. Mais effectivement, le cœur reste le même. Oui. Mais peut-être pour conclure, ce serait aussi que on en revient, je trouve, à l'autorisation de peut-être pas chercher à être qu'une chose, justement, parce beaucoup, mais à être peut-être plein de choses, ou avoir peut-être différents comportements, différentes choses. Je vois ça aussi qui ressort. Et le besoin de se classer, de se dire je suis comme ça, tu vois. Et je pense que ça va un peu avec, c'est peut-être la possibilité aussi d'être plein de choses en même temps. Et ça n'empêche qu'on est un et qu'on est soi et qu'on est différent pour autant et qu'on est spécifique pour autant. Et c'est peut-être arriver à s'autoriser à être plein de choses sans se dire qu'on est perdu en fait aussi. Faut oser aller, il faut s'écouter, il faut se choisir avant toute chose. Je me choisis, même si effectivement les autres vont penser ceci, ou même si certaines choses. Je ne suis pas obligée de le faire dans l'instantané, il ne faut pas non plus se mettre la pression, il faut être gentil avec soi-même. Et on n'est pas obligé de changer comme ça du jour au lendemain de travail, mais on sait que on va tout faire pour arriver à aller vers ce qu'on ressent, qui est en train de nous habiter de plus en plus, et même à la limite nous parler plus que ce qu'on fait au quotidien. Et à un moment donné ou à un autre, il y aura la possibilité de pouvoir faire effectivement ce qui ne sera même pas un grand écart, parce qu'on croit que c'en est un au départ, mais en fait l'environnement s'est réorganisé de telle façon que quand tu y es, tu te dis ah bah c'est aussi simple que ça, mais parce que c'est plus le même environnement déjà, t'as déjà mis tellement de choses que ça a changé que... Tu me fais un très beau lien avec le feng shui, justement. Oui. Donc, pour parler un peu du feng shui, donc tu parlais justement, tu disais que le premier espace c'était le corps, justement. Oui, tout à fait. Et que l'environnement, notre espace, est une projection en fait d'un inconscient biologique, et d'un inconscient aussi, de choses qui font qu'on ne met pas les objets on met pas les objets n'importe comment dans un espace, on a un choix une motivation derrière tout ça très inconsciente, parfois consciente, qu'on ne choisit pas n'importe quel type d'espace, on ne choisit pas non plus n'importe quel quartier. Et que tout ça, effectivement, c'est organisé d'une manière très, très intelligente, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas plus intelligent, je trouve, que le corps et que la conscience biologique.
Le Feng Shui Tianti que vous avez fondé donc avec Mei-Ling Oui. a un côté thérapeutique, justement, tu disais, fort, qui distingue donc un peu des autres écoles, j'imagine. C'est peut-être moins thérapeutique. En fait, parce qu'on est plus dans la conscientisation de notre espace, on arrive à faire les liens avec ce qui nous y a amené, les difficultés qu'on y rencontre, et forcément on touche à la dimension émotionnelle. Donc dans ce sens, il permet effectivement d'évacuer beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément perçues, mais qu'on voit à travers l'espace. Oui. Et c'est ça qui est intéressant effectivement dans cette approche. Et puis il y a aussi toute une approche assez ésotérique aussi. Et c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans une connexion très alchimique de l'environnement, de la matière, de la manière dont les éléments s'organisent pour créer des espaces. On parle beaucoup de qu'est-ce que l'espace ? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que, encore une fois aussi, la réalité? Comment on la voit? Comment on l'aperçoit? Donc il y a des corrélations que tu pourras voir aussi sur certains chapitres, si je puis dire, aussi avec le quantique, enfin, ce que j'appelle le quantique pour résumer, la psychobiologie quantique. Et en fait, ce qu'on y rencontre en tout cas, c'est aussi les fondements, c'est-à-dire que la plupart du temps, pour ceux qui connaissent déjà un peu le Feng Shui, on parle du Bakwa, cette fameuse grille, mais on a l'impression qu'elle est un peu tombée du ciel en fait. Et ce qui devient intéressant, c'est de comprendre comment elle est sortie et qu'est-ce qu'elle représente dans l'espace et pourquoi cette division, en fait en 8+1, un centre et 8 autour. Et donc en fait, ce qui devient intéressant aussi, c'est de comprendre, de savoir par exemple que l'espace, c'est le produit du mouvement. C'est que si je ne bouge pas, je ne produis pas d'espace en fait. Donc si tu veux, on voit bien qu'il y a une relation au corps déjà qui est immédiate, c'est que en fait ce qui me sépare de quelque chose, c'est le nombre de pas que je vais faire et les obstacles qui vont y être. Et déjà là, on est en train de comprendre l'espace d'une autre façon. Vous l'avez fondé donc toutes les deux avec Mei-Ling. Et Mei-Ling, effectivement, c'est également le lieu où on est, le centre des arts holistiques, qu'on a créé ensemble. Également créé ensemble. Est-ce que tu veux me parler un peu de Mei-Ling justement et de comment, parce que je pense qu'on n'est pas associés. Oui, on est complémentaires et puis pour ceux qui croient encore au hasard, on n'est peut-être pas associés par hasard. Et elle est totalement aussi dans des différentes énergies, je vais dire ça comme ça. Donc ici, ce centre, il est vraiment le reflet de ce que ça peut être. Que de se faire plaisir aussi dans beaucoup de choses, comme par exemple, elle est photographe et elle photographie les choses d'une manière très particulière, justement aussi, elle photographie la lumière en fait, ce qui est en particulier, parce que, on enlève le en particulier, elle photographie la lumière et puis plein d'autres choses, mais c'est vrai que ce qui habille le centre, ses photos, sa vibration, ça fait partie aussi d'une de ses casquettes. Parce qu'évidemment, comme tu viens de le dire, elle a fait l'école on a fondé ensemble l'école de Feng Shui Tianti. Elle est psychothérapeute, et puis d'autres choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement le centre des arts holistiques, c'est un petit peu un espace à part et où on rencontre aussi des gens, forcément. Il paraît qu'ils se ressemblent, ça sent. Et pas toujours, heureusement, quand même, parce qu'il faut quand même diversifier. La variété, c'est important. Et c'est vrai que c'est un lieu qui appelle à ça. Donc, et les gens qui exercent ici, il y a aussi d'autres personnes, sont aussi des gens qui ne sont pas ici, justement, qui ont aussi des différentes casquettes. Il n'y a pas une personne ici qui soit venue comme ça, qui ait commencé, c'est de plus en plus. Et même si on peut faire la conclusion là-dessus, sur qu'en fait, on voit bien que dans l'époque actuelle, on ne peut pas se définir sur une seule ligne. Et qu'elle nous a appelé cette époque, ne serait-ce que par les problèmes qu'il y a pu y avoir et qu'il y a encore au niveau économique, à pouvoir justement développer encore plus notre créativité et peut-être même avoir un moteur pour pouvoir aller chercher en nous des choses qu'on n'aurait jamais explorées si on avait eu une sécurité ou un ronronnement. Voilà. Je dis pas que c'est pas forcément toujours douloureux, mais à partir du moment où on commence à comprendre pourquoi, ça le devient déjà beaucoup moins, et en plus on peut même le vivre d'une toute autre façon, sans souffrir. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est un peu le but, de pouvoir vraiment se réaliser. Je pense qu'en plus tu enlèves tes blocages, tu enlèves tout ce qui t'empêche. Je pense que si on a un chemin à faire aujourd'hui, c'est celui d'apprendre à sortir de la matrice de la souffrance et d'accepter la facilité. C'est vrai que le multipotentialiste a des facilités, il ne faudrait pas que ces facilités deviennent de la souffrance.
Parce qu'il y a encore beaucoup le côté, il faut faire des efforts pour. Oui. Tu vois, il faut que tout soit compliqué pour. C'est surtout qu'on est sur on est toujours connecté à la valeur de la compétition et du premier, enfin de celui qui va sortir le premier ou qui va être le premier. Oui. On est toujours connecté à Darwin en fait, ce que je dis. Et effectivement, forcément, on a créé autour de ça une société qui s'est organisée, et pas l'inverse, à partir d'une pensée ou d'un système, on va dire, pas seulement une pensée, mais scientifique, validé, et qui fait que on ne voit pas que la nature, en fait, elle n'est pas autant qu'on le dit dans la compétition. Et qu'elle est hyper créative. Elle est dans la coopération, elle est créative, et chaque plante a une capacité de pouvoir changer quelque chose pour s'adapter. C'est ça, mais voilà, c'est ça. Et c'est pas seulement s'adapter, parce qu'on est encore dans le... Mais c'est en fait, pour trouver... En fait, moi j'appelle ça être créatif, en fait. Oui, pour pouvoir continuer à être bien dans le milieu où elle est. Pour pouvoir continuer, je dirais, à explorer toutes les curiosités. Parce qu'on peut prendre effectivement un champ, on va dire, une problématique et pas un problème, comme étant un moyen de pouvoir aller chercher des ressources. Maintenant, il resterait à comprendre qu'on peut aller chercher des ressources sans forcément être en manque de quelque chose ou manquer de moyens. Est-ce qu'on ne peut pas être créatif sans avoir besoin justement de produire des efforts? Est-ce qu'on ne peut pas être créatif uniquement que quand on est en manque de quelque chose et qu'il faut justement se triturer là-dedans et tout d'un coup on va y arriver, on va avoir ce moteur parce qu'il faut, là, on est en survie, alors là on y va. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Oui. Alors je suis d'accord. C'est une question, c'est une possibilité. C'est une très jolie conclusion sur ce sujet. Merci beaucoup Pascal pour cette super interview. Merci à toi parce que c'était très interactif et ça déploie beaucoup de choses. Évidemment, quand on est dans la multipotentialité, ça peut effectivement baigner. Oui, on part assez loin, surtout avec l'arborescence. Et donc je vous mettrai bien sûr sous la vidéo le site de l'école de Feng Shui et également du Centre des Arts Holistiques. Et par ailleurs, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez. À bientôt. Dans tous vos possibles. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas. C'est le menu en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un vrai menu, il n'y a pas un plat justement qu'avec un seul plat toujours le même.